Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire qui fait suite à plein d'autres webinaires que nous avons organisés sur le thème des classes préparatoires avec toutes les associations professionnelles, la PLCPGE, la PHEC, l'ADEPT, c'est ça Alain, pour Oui. les professeurs Esquema Business School qui nous accompagnent depuis le début, qui est représenté. Alors, les classes préparatoires qui connaissent une évolution, voire une révolution avec la réforme du bac qui impose de nouvelles perspectives, une sortie de crise qui impose d'informer les bacheliers de nouveau, parce que on a parlé souvent, les jeunes bacheliers n'ont pas eu d'information massive comme ils avaient avant dans les salons, par exemple, et puis une baisse importante de candidats qu'on constate. À la rentrée 2021, je veux dire. Alors même que la qualité, on le sait, des écoles de commerce est reconnue, et la promesse d'intégrer une grande école est quasiment garantie quand on est rentré dans une école, dans une classe préparatoire. Donc, c'est plein de questions un peu qui nous submergent, si je puis dire, quand on parle des classes prépa. On va faire un point durant une petite heure sur l'année des concours et bien entendu la prochaine rentrée dans les CPGE. Alice Guillon, vous êtes là, présidente de la conférence des directeurs des écoles françaises de management. Je le disais, directrice générale de Schema Business School. Bonjour, avec le superbe panorama de votre nouveau campus au long de la Seine. Bonjour Alice et bienvenue. Alain Joyeux, président de la PHEC, les profs de prépa HEC. Alain qui nous suit depuis le début, bienvenue Alain. Et on compte sur vous pour nous expliquer, faire un décryptage avec votre collègue, proviseur, président de l'association des proviseurs de lycée à classe préparatoire aux grandes écoles, Vincent Cornu. Bonjour Vincent. Rappelez-moi le lycée où vous êtes proviseur, Vincent. Je suis proviseur au lycée Descartes, à Antony. Alors moi je le sais, c'est simplement pour que tout le monde le sache. Et on le voit avec son masque, non pas sur la bouche et sur le nez, mais légèrement décalé. Pierre Mathieu, le directeur de Sciences Po Lille. Pourquoi il est là, le directeur de Sciences Po Lille? Parce qu'il a inspiré la réforme du bac et il a souvent des choses à dire sur tous ces sujets-là. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes en mobilité, si je puis dire. Oui, voilà, je m'excuse si je dois me déconnecter ou si je disparais, c'est que je serai dans un train et peut-être que la connexion est incertaine. Voilà, merci. Mais c'est le monde moderne, c'est le monde d'après. On attend Pierre Tapie aussi également. Pierre Tapie qu'on connaît, il a dirigé les SEC, il a présidé la conférence des grandes écoles. Aujourd'hui, il conseille des établissements dans le monde entier. Il a un avis sûr et informé sur l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation. Et on compte sur lui. Alors, je l'avais au téléphone il y a quelques instants. Normalement, il doit être là. Il va nous rejoindre. Peut-être un problème de connexion. Je vérifie mon téléphone, savoir si c'est un problème de connexion. Je n'ai pas de message. Ça veut dire qu'il est en route. Mais parfois, la vitesse de la lumière, c'est un peu plus lent, n'est-ce pas? Alors Alain Joyeux, pardonnez-moi de commencer avec vous, parce qu'aujourd'hui, quelle est la situation des classes préparatoires au moment où on est en plein dans les concours, si je ne m'abuse? Oui. Alors, il y a des inquiétudes, on ne va pas se mentir. Il y a des prépas de proximité qui ont été lancés un peu sans que vous soyez informés réellement, les CPES, cycles pluridisciplinaires d'études supérieures, qui sont déjà sur Parcoursup d'ailleurs. Donc bref, il s'est passé plein de choses, pas toujours avec votre assentiment, ou en tout cas vous n'avez pas toujours été informé, je pense au CPES, mais en tout cas il se passe plein de choses. Faites-nous un petit panorama et on commentera avec toutes les personnalités autour de nous. Oui, écoutez, d'abord, je veux avoir une pensée pour nos candidats qui actuellement sont en train d'achever la période des concours écrits. Il y a encore quelques épreuves à venir et on peut se réjouir que cette session se soit déroulée dans des conditions logistiques et matérielles normales et donc avec sérénité. Alors après, sur la deuxième partie de votre question, il est évident que la rentrée 2021 a été marquée par une baisse importante du nombre d'élèves en classe préparatoire économique et commerciale, moins de 13,7% en voie générale, moins 7% en voie technologique. Et évidemment, c'est quelque chose qui nous interpelle, d'autant plus que cette baisse n'a pas vraiment touché les grands lycées de métropole régionale, de grandes villes, mais plutôt des lycées de banlieue ou des prépas de proximité qui jouent un rôle très important dans la mixité sociale, dans l'ouverture sociale des classes préparatoires. Et donc, effectivement, nous sommes très attentifs au devenir de ces prépas de proximité. Alors, il nous semble qu'il faut prendre un peu de recul en expliquant que l'année dernière, nous avons une année qui n'était absolument pas significative. C'est-à-dire que, je ne reviendrai pas sur le contexte sanitaire, mais qui nous a quand même empêché
à la fois d'expliquer la réforme de la prépa ECG qui nous a empêché de voir, de rencontrer notre vivier potentiel dans les journées portes ouvertes et dans les salons. Donc tout s'est fait par voie numérique, mais de manière souvent artisanale, avec de grosses inégalités. On salue Pierre Tapie qui nous a rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour Gilbert, pardon de mon retard technique. Voilà, d'un endroit à l'autre. Et d'autre part, l'année dernière, nous avions l'arrivée des premières générations du nouveau baccalauréat, ce qui fait que dans les commissions de sélection de recrutement des élèves en classe préparatoire qui se sont réunis en avril-mai 2021, on n'a pas forcément pris en compte suffisamment les changements qu'introduisait donc la réforme du bac sur les mécanismes de construction d'orientation et sur la diversité des profils. Donc, nous sommes très confiants cette année sur le fait qu'à la rentrée 2022, nous enrayons la baisse des effectifs, que nous connaissions une remontée. Cette année, nous avons pu informer notre vivier. Cette année, la réforme du bac est quand même rentrée dans les esprits, je pense qu'elle est comprise. Et puis, il y a des moyens techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui vont permettre aux classes préparatoires d'appeler plus vite, plus de candidats au début de l'ouverture de Parcoursup. Alors, bien évidemment, on va regarder avec attention les chiffres de la rentrée 2022. Si jamais, évidemment, ces chiffres étaient à nouveau décevants, il faudra effectivement se mettre probablement autour de la table à l'automne prochain pour réfléchir à des évolutions ou à des configurations nouvelles. Pour l'instant, ça nous semble bien prématuré. Regardons ce qui va se passer à la rentrée 2022, qui sera vraiment une année significative en termes de recrutement. Alors, j'en profite pour donner la parole rapidement à Pierre Mathieu, parce que Pierre, j'ai l'impression qu'on va vous perdre. Donc, quand je vous ai, je vous tiens, je ne vous lâche pas. Une petite question, parce que Alain Joyeux disait fort justement, on n'a pas anticipé l'impact de la réforme du bac sur la suite. Est-ce que vous l'aviez anticipé quand vous aviez pensé à tout ça et les impacts sur la suite? Pierre, éteignez votre micro. Pierre Tapie, pas de Pierre Mathieu. Je vous entends. Alors, Pierre Mathieu. Gilbert, oui, on n'avait pas anticipé le Covid, évidemment, ça vient d'être évoqué indirectement. Je pense qu'on n'a pas été très performant sur l'information à l'orientation chez les élèves dans le cadre de l'accompagnement de la réforme du bac, c'est évident aussi. Donc, comme vient de le dire Alain Joyeux, je pense que les choses vont se mettre en marche et en place progressivement et que déjà cette année, on va constater des choses plus intéressantes. J'invite juste à réfléchir aussi à l'attractivité des classes prépa. Moi, je pense qu'il y a des transformations sociologiques à l'œuvre en France qui font que les classes préparatoires sont probablement. Donc Pierre, c'est compliqué, hein, c'est compliqué la mobilité. Voilà. Donc réflexion. Donc vous confirmez quand même qu'il y a. Parler. Donc vous confirmez quand même qu'il y a eu peut-être un défaut d'explication de cette réforme, lié certes sans doute, et puis aussi un chantier qu'on abordera lors de nos échanges sur l'attractivité avec la classe prépa, et ça il faudra Et d'ailleurs Alain l'a dit, hein. D'accord. Donc Pierre, votre micro est coupé, hein, c'est pour ça qu'on ne vous entend pas. Donc un sujet sur ces. Pierre, votre micro. oui, je confirme, je valide ce que vous venez de dire, cher ami. Je valide, mais je suis un peu. C'est vrai que la connexion n'est pas très bonne. Ok. Voilà. Alors Vincent Cornu, vous représentez les proviseurs. Lui aussi, vous avez un regard sur ce sujet aux côtés d'Alain Joyeux. Alors vous êtes un cran au-dessus des enseignants, non pas par le talent et la qualité, mais par la fonction. Vous supervisez, hein, évidemment. Alors qu'est-ce que justement vous faites comme bilan, comme premier bilan sur la situation? Écoutez, ce n'est jamais simple de passer après Alain Joyeux parce que, comme souvent, il a tout dit. Et comme souvent aussi, nous partageons les constats. Nous nous rencontrons souvent lors de ce genre d'événements. Et c'est vrai que peut être, si on regarde les résultats de Parcoursup à la rentrée 2021, ça peut être source d'inquiétude, évidemment, en termes d'effectifs en particulier. Et Alain Joyeux l'a bien dit, cette baisse concerne surtout des classes prépa de proximité. Mais si on a une vision d'ensemble et en prenant du recul, on peut dire qu'il y a des progrès et des marges de progrès certaines pour les classes prépa
HEC, les CPGE-ECG, j'en suis certain. On a parlé de l'attractivité des classes prépa. Moi, je pense que nous proposons un modèle qui marche, qui fonctionne. Les grandes écoles le disent souvent, elles sont attachées à ce modèle. Les étudiants, lorsqu'ils sont dans les classes prépa, le disent eux-mêmes. Les sondages effectués auprès des jeunes le disent clairement. Il s'agit d'une formation de très grande qualité qui amène les jeunes à des parcours formidables dans ces grandes écoles. Et notre attractivité, elle passera par une meilleure communication. Je suis ravi d'entendre Pierre Matteau dresser un constat assez honnête sur la communication qui a été faite sur l'accès post-bac avec le nouveau format du lycée. Et il y a des marges de progrès, à mon avis, importantes dans ce cadre-là. Dans mon rôle de proviseur du lycée de second degré, quand je suis mes premières et mes terminales, je vois bien combien il faut informer, expliquer ce qu'est une CPGE, expliquer ce qu'est une grande école de commerce. Et il y a, même dans un cadre comme le mien à Antony, où les familles sont très informées sur les parcours post-bac, il y a là des marges importantes pour convaincre les familles et les élèves de l'intérêt qu'ils ont à aller vers ces formations. Il y a des représentations aussi sur les parcours qu'il faut avoir pris au lycée pour accéder à ces parcours. Oui, et ça, il faut les lever. Les études faites par l'inspection générale montrent qu'il y a des grandes tendances dans le profil des élèves qui accèdent au prépa ECG. Et je pense qu'on peut enrichir ce parcours d'élèves qui ont suivi des parcours plus scientifiques au lycée, plus variés. Il faut seulement leur expliquer qu'ils ont toute leur place dans ces formations. Ouais. Et les grandes écoles ont intérêt à attirer tout type d'élèves, quel que soit leur parcours au lycée, à partir du moment, bien sûr, où il y a eu l'accès aux mathématiques en première et en terminale. Ouais, on en reparlera des mathématiques. Oui, Alice, c'est un sujet. Quand on est une grande école de commerce avec des taux d'insertion, des partenariats mondiaux, des campus un peu partout, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je me mets à la place d'un patron des grandes écoles. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes, ils boudent un peu les écoles, les prépas, alors même que la filière, elle est excellente. Donc, vous considérez que ça demeure, pour les meilleures écoles, une source de recrutement, les prépas. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous? Quel est votre regard, justement, sur ça? Je crois que Alain et Vincent ont dit déjà beaucoup de choses. Effectivement, les classes prépa restent, j'allais dire, le cœur historique et d'excellence de l'attelage classe prépa grande école. C'est historique parce qu'on a démarré en fait les programmes grande école à partir des classes prépa. Ce qui fait la compétitivité de la France, rappelons-le, dans l'enseignement supérieur, en tout cas pour l'enseignement du management, nous sommes réputés pour ça à l'international. Ce sont des étudiants brillants, travailleurs, qui ont des méthodes, qui savent apprendre vite, donc ils sont très très bien formés. Et comme on l'avait lancé il y a quelques années avec Alain et Franck Bournois, c'est vrai que l'idée de communiquer mieux et de faire un continuum entre les classes prépa et les grandes écoles reste encore plus d'actualité. Au moment où, moi je pense pas à l'accident industriel, hein. Il y a effectivement, et Pierre l'a dit, je pense qu'il y a eu un petit flottement dans les réformes, et effectivement, on n'a pas, et puis avec le Covid, on n'a pas eu la chance de pouvoir communiquer. Or, la clé, je pense, de réussite pour répondre à votre question, c'est qu'il faut communiquer, être transparent et donner vraiment de l'information à la fois sur le parcours classe prépa grande école, et sur cette valorisation de la filière qui fait qu'on a des étudiants qui se placent bien sur la scène française et internationale, qui ont des carrières époustouflantes et qui sont recherchés parce que justement, ils ont fait ce cursus-là. Donc, je pense qu'il faut absolument continuer de communiquer mieux, de communiquer très clairement sur le dispositif. Moi, je crois aussi, on en avait parlé lors du précédent webinaire, il faut développer effectivement et émailler le territoire avec les classes préparatoires. Et pour rebondir sur ce que disait Vincent, oui, nous, les écoles, dans les classes prépa, on a aussi cette diversité. Je veux dire, la diversité, on ne l'a pas parce qu'on diversifie des voies de recrutement, puisque les classes prépa restent quand même le principal vivier de recrutement des écoles. Et la diversité des profils fait, je pense,
que dans quelques années, on va pouvoir adapter, j'allais dire, cette évolution à la fois des classes prépa et des grandes écoles. On doit s'adapter à un mouvement sociologique et à un mouvement de génération. Et en le faisant ensemble, il n'y a aucune raison que le système… Donc, vous pensez que c'est un petit coup d'arrêt, mais ça va redémarrer parce que, de toute façon, oui, les voyants sont ouverts en plus chez vous, c'est ça qui est étonnant. Mais complètement. Donc, je pense que ce que Pierre a dit au démarrage, mais peut-être que Pierre Tapie pourra compléter, mais ce que Pierre a dit au démarrage, c'est très vrai. Je crois qu'on a eu un petit flottement à un moment donné. Dans toutes les réformes, de toute façon, il y a des flottements. Alors après, on verra ce qu'on peut réajuster, on en reparlera. Mais globalement, les choses doivent entrer dans l'ordre. Oui, j'espère qu'on trouvera quelques ajustements parce qu'évidemment, il faut toujours se poser des questions, y compris quand il y a des incidents ou des accidents industriels, encore mieux. Mais c'est important. Pierre Tapie, vous avez écouté nos intervenants. Alors vous conseillez tout le monde en France, à l'étranger. Vous êtes issu vous-même des grandes écoles. Vous avez piloté des grandes écoles et maintenant vous avez un regard, vous observez le système. Alors, vous avez compris, on parle d'une rentrée avec un problème de communication, donc problématique d'attractivité quand même qu'il faudra, et des marges de progrès. Alors, vous voyez, il y a tout un chantier pour les prépas aujourd'hui à adresser, si je puis dire. Et quel est votre regard sur la situation? Alors, je pense que le premier point qu'il faut dire et rappeler, comme vient de le dire Alice, c'est que les classes préparatoires ne sont pas du tout, avant tout, un instrument de sélection, mais un instrument de formation. Et la formation que vivent les jeunes dans des classes préparatoires, qu'elles soient d'ailleurs scientifiques ou qu'elles soient économiques et commerciales, est une formation qui va leur donner à la fois une très large culture de premier cycle et en même temps une grande puissance de travail et des grands réflexes de capacité de travail et d'organisation. Cette formation-là, elle est à la base de ce qui fait l'excellence française sur la scène internationale au niveau des masters, que ce soit issu d'écoles d'ingénieurs ou que ce soit issu d'écoles de management. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut dire et qu'il faut redire, parce que c'est une information qu'ont les familles d'origine sociale relativement favorisées, que n'ont pas forcément les familles d'autres origines sociales. Donc là, il y a vraiment un point lors de la communication, comme il a été dit, qui est un point tout à fait important, et sur lequel il est important de dire et redire cette originalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a certainement un effet conjoncturel lié à non pas à une réforme, mais à deux réformes du baccalauréat et de la terminale en même temps. D'une part, la réforme pédagogique avec la suppression des filières et l'apparition des doublettes et des triplettes, mais d'autre part, le fait que le bac, avec l'apparition du contrôle continu, n'est plus tout à fait le même bac. Et donc, la manière pour les étudiants de se situer pendant leur parcours de terminale a clairement été différente, a clairement été un champ d'incertitude. Vous rajoutez là-dessus, évidemment, l'effet Covid, avec une très grande injustice sociale de l'effet Covid selon les lycées et selon les territoires. Et donc, on peut faire l'hypothèse que le moins 14% de la rentrée 2021 a pu être un accident industriel. Ceci étant, une fois que j'ai raconté tout ça, il reste quand même un troisième élément qui n'est pas petit, c'est que sur la scène de l'enseignement supérieur au management, l'attraction, soit par les écoles à Bac+5 intégré dès le bac, je pense au concours Access par exemple, soit au bachelor, y compris des bachelors musclés qui peuvent recruter comme Sésame, a connu au cours des 5 dernières années un développement considérable. Vous prenez que Sésame, il y avait 6500 candidats en 2017, il y en avait 11 500 en 2022. Donc, à 6 concours d'écart, 5 années de différence, on passe presque du simple au double. Comme le nombre de gens qui ont envie d'aller faire des études de management, finalement, il est peut-être un petit, même s'il augmente statistiquement en France, il est limité. Dans la répartition entre ceux qui veulent faire des écoles de management, le choix entre j'intègre directement un bon bachelor et puis je verrai ce que je fais demain, ou j'intègre une classe prépa et il y a l'incertitude et l'aléatoire du concours, est un choix qui, vu de l'étudiant ou vu de la famille, peut se poser d'une manière nouvelle. Et c'est pour ça que les CPGE, comme l'ont dit aussi bien Alain qu'Alice, ont un défi de communication. Je me permettrai de suggérer notamment que ce qui avait été la grande réforme des années 95, avec l'introduction des TIPE équivalents, puisse faire l'objet de formes un peu similaires dans les prépas, manière à donner aux jeunes des visions modernisées de la prépa dans lesquelles on fait aussi du projet. TIPE, c'était quoi déjà?
travaux d'initiative personnelle encadrés. D'accord. Bon, on ne peut pas tout savoir, hein. Excusez-moi, Pierre. Hein, mais... Est-ce Pierre Mathieu est parti? Ça y est, parce que je voulais le faire réagir, évidemment, puisque je voulais adresser un deuxième sujet, évidemment, c'est la réforme du bac. Évidemment, d'ailleurs, si j'avais été là, si Pierre Mathieu avait été là, j'aurais… Pierre Mathieu, vous m'entendez? Super. Pierre, alors, vous dirigez Sciences Po Lille, hein, on le rappelle. Vous avez inspiré la réforme du bac, je ne le rappelle pas. Votre vision, justement, est-ce que la réforme du bac, elle a impacté tout ça? Parce qu'ils en parlaient, nos intervenants. Moi vous m'entendez, ça va là. Je pense que ce que vient de dire Pierre Tapie est très important. Je pense que dans la réorganisation stratégique des écoles de management et le développement des bachelors dès donc la sortie du baccalauréat, à mon avis, a des effets aussi. Je suis complètement d'accord avec Pierre Tapie. Moi, je le vois dans mon entourage. Des gamins qui veulent faire des écoles de management, finalement, préfèrent aller vers tout de suite un bachelor dans une école de management directement, plutôt que d'aller en classe prépa, parce que la classe prépa, ils ont l'impression que c'est plus aléatoire, que c'est plus exigeant. Donc je pense qu'il y a la réforme du bac qui, évidemment, et la formation qui l'accompagne, qui n'a pas été suffisante, qui explique la perte de 14%. Je crois aussi qu'il y a des effets liés à la transformation des stratégies des écoles de management et au développement des bachelors, je pense. Voilà. Et juste un mot, est-ce que les grands gagnants de cette réforme, ce n'est pas les Sciences Po, les IEP? Non, parce qu'on ne croyez pas que j'ai fait la réforme uniquement pour nos écoles. Pas uniquement. Non. En fait, on a le même nombre de candidats. Voilà, on a eu une augmentation sur 2 années quand on est rentré sur Parcoursup. Et là, on a eu cette année 10 500. On a le même nombre de candidats qu'avant. Donc, globalement, la réforme n'a pas eu d'effet en termes d'augmentation du nombre de candidats. Voilà. D'accord, ok. Ben, c'est une rumeur, comme quoi c'est bien aussi de parler. Hein, comme ça, au moins, on met les choses à plat. Allez, on parle du bac, justement, puisqu'on a lancé le sujet. Alain, justement, la réforme du bac, comment cette réforme a-t-elle été transférée ou pas, justement, aux classes prépa? Ben, nous, ce que l'on perçoit, c'est que la réforme du bac est en train de transformer la construction des stratégies d'orientation. C'est-à-dire que désormais, plus qu'avant, les stratégies se bâtissent dès la fin de la seconde, au moment du choix des spécialités pour la classe de première. C'est vrai qu'on avait l'habitude de communiquer vis-à-vis des terminales. Or, il nous semble que c'est trop tard. Maintenant, il faut communiquer aussi dès la fin de la classe de seconde et en classe de première pour amener ces jeunes à envisager l'orientation vers les classes préparatoires. La deuxième chose, c'est que le bac, la réforme du bac, nous amène plus de diversité. Et c'est vrai que la structure de certaines classes préparatoires, parce que je rappelle que le record de baisse en valeur relative, c'est la prépa BL, ça n'est pas la prépa ECG. La prépa ECG, c'est le record en valeur absolue, bien sûr, en nombre d'élèves perdus, mais en pourcentage, c'est la prépa BL. Il y a une question d'adéquation. Par exemple, on sait très bien qu'en terminale, nous avons une grosse doublette de spécialités composée des SES et de l'AGGSP. Or, ces élèves, s'ils n'ont pas gardé les mathématiques donc en terminale, ne peuvent pas aller en prépa ECG. Donc, on perd là un vivier absolument énorme. Donc, on verra si le retour des mathématiques annoncé dans le plan commun va changer les choses, certainement, va nous faciliter la tâche. Mais c'est vrai qu'on a quand même une partie du vivier potentiel qui s'intéresse à nos formations, qui ne peut plus y venir s'ils n'ont pas pris la précaution de garder les mathématiques donc jusqu'au baccalauréat. Donc ça change beaucoup. Ensuite, je crois que au-delà de la réforme de bac, les bacheliers, les futurs bacheliers en famille, ont pris la mesure d'un paysage concurrentiel de l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que moi, je suis assez peiné souvent, et parfois agacé, je dois dire, d'entendre ces discours disant oui, mais les bachelors ne concurrencent pas les classes prépa parce qu'elles ne visent pas le même profil d'élèves. Les prépas, ce sont des élèves qui aiment apprendre, qui aiment étudier, qui aiment se mettre la pression, qui aiment, etc. Et les bachelors, c'est d'autres profils. Ça, c'est un discours qui est totalement obsolète. On ne le vérifie plus lorsqu'on discute avec les familles. Aujourd'hui, la montée en puissance des formations post-bac, dans lesquelles, il faut être clair, on rentre sans filtrage. Il y a des concours qui sont factices, il faut être clair, dans beaucoup d'écoles, concurrence frontalement aujourd'hui les élèves qui, auparavant, allaient spontanément en classe préparatoire.
Et aujourd'hui, ces élèves-là nous disent quelle est la valeur ajoutée, quel est l'apport de passer par une classe préparatoire. Et le problème que nous avons, c'est que la réponse à cette question est floue. Pour nous, profs de classe prépa, on sait quoi répondre, mais en quelque sorte, c'est un peu les initiés parlent aux initiés. Mais côté école, je crois qu'il y a une clarification à faire. Alors, les écoles disent, oui, mais quand on fait une classe prépa, on va au programme grande école. Programme grande école, pour un élève de première terminale, ne veut strictement rien dire. Rien. Quand un élève est en bachelor, il est en grande école. Voilà, il ne fait pas la différence avec le cycle. Il est dans l'annuaire d'ailleurs des anciens. Voilà. Et côté tutelle aussi, il y a aussi une clarification parce que tu l'as évoqué au début, Gilbert, on a eu la surprise de voir arriver cet automne les CPES, hein, donc les cycles pluridisciplinaires d'études supérieures, qui sont présentés non pas comme une concurrence donc aux classes préparatoires, mais comme une nouvelle offre dans l'enseignement supérieur, soit, mais quelle est la cohérence finalement? Quel est le positionnement entre les classes préparatoires, ces nouvelles CPES, il y en a une par académie qui a été créée, qui a été lancée là en tout début d'année, et l'ensemble des formations post-bac qui montent en puissance. Il y a vraiment un problème de clarification, et c'est vrai qu'il faut définir ou redéfinir la valeur ajoutée et les avantages qu'apporte le passage par une classe préparatoire. Pierre Mathieu nous a quittés, à chaque fois je veux le faire réagir et il est par là. Mais, Vincent, aussi cette réforme du bac, alors vous l'avez vu venir hein, et vous en êtes aussi la cheville ouvrière hein, au niveau des établissements. Alors, je suis d'accord avec Alain sur la problématique autour du temps de l'orientation. C'est vrai que la construction du projet s'effectuait plutôt en première et terminale jusque-là, avec un accès aux filières qui était, vous savez, complètement biaisé, avec la filière S qui était prédominante, la ES pour des élèves qui parfois n'avaient pas accès à la S, à quelques exceptions près de certains élèves qui avaient un vrai projet que cette filière pouvait favoriser. Là, nous avons maintenant des jeunes qui font des choix importants pour la suite de leur parcours en fin de seconde, à un moment où ils sont dans leur parcours dans des incertitudes très fortes sur leur avenir, sur leur projet. Ils font donc parfois des choix qui ne correspondent plus, une fois qu'ils sont en terminale, à la réalité de leurs envies et de leur réussite. Et ça pose beaucoup de problèmes. Moi, je le vois parler de d'autres filières avec les élèves qui ont fait SI et NSI, qui ont parfois pas associé les mathématiques à ces enseignements, alors que ce sont des élèves qui étaient assez brillants et qui se retrouvent en terminale dans l'embarras parce que leurs choix ne correspondent plus à leur ambition et à une ambition réelle qu'ils pouvaient avoir. Donc, il y a à travailler sur cela avec le format qui nous est proposé maintenant au lycée. C'est certain qu'il faut absolument travailler sur ce qui se passe en fin de seconde et avoir un discours assez clair sur les parcours et ce à quoi ils mènent. Pour la filière ECG, je partage le point de vue d'Alain, en terminale, nous avons des élèves qui ont un très bon niveau et qui se retrouvent sans avoir suivi les mathématiques, alors que certainement ils auraient pu le faire, mais leur envie de fin de seconde ne les ont pas portés à cela. Et ils se retrouvent dans l'embarras en terminale parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Il y a vraiment à travailler cela au lycée. Et il faut nous donner peut-être des outils pour le faire. Il faut nous aider en cela, je pense. Alors, Alice, c'est un problème parce que j'entends deux choses hein, dans ce qui a été dit. D'un côté, la tuyauterie de la réforme fait que des gens se sont, avec les triplettes, les doublettes, donc je n'ai pas tout compris, mais visiblement, ça a pénalisé ceux qui auraient voulu éventuellement faire la prépa, mais qui ne pouvaient plus du coup, puisque vous disiez, Alain, il ne pouvait pas s'inscrire. Et puis, il y a eu la baisse des maths simultanément. On a l'impression que cette réforme, elle allait un peu à contre-courant, alors même que vous étiez dans un mouvement vers les data, la transformation digitale qui a nécessité plus de maths et une ouverture de profil. C'est assez dingue quand même si on analyse un peu cette situation avec ce qui a été dit.
Bon, il y a beaucoup de choses ont été dites, donc je reviendrai sur chacun des points, parce que d'ordinaire, je suis toujours tout à fait d'accord avec Alain et Vincent, et là, je diverge un chouïa. Non, pour ce qui est des mathématiques, là, je pense qu'on est parfaitement alignés. On en a même parlé avec Pierre Mathiot récemment. Je pense qu'il faut qu'il y ait ce socle commun de maths, ça fait partie de la culture scientifique, ça fait partie aussi de la culture et de certaines traditions en France dans l'enseignement supérieur. Donc, je crois que ça, c'est non négociable. Il faut que les étudiants puissent avoir un niveau de maths suffisant alors bien évidemment pour qu'ils rentrent en classe prépa et pour qu'ils puissent venir chez nous, ça c'est clair. Et comme tu le dis très justement, il y a ce qui est inéluctable aujourd'hui, c'est-à-dire l'IA, les big data, les métavers et tout ce que vous voulez. Et effectivement, tout ceci repose sur une forte culture scientifique. Et donc nos petits en fait qui arrivent en classe prépa, très bien formés en maths dans le secondaire et continuant à être très accompagnés en classe prépa et chez nous, évidemment, ça nous donne des profils complètement adaptés et préparés à porter ces évolutions. Donc là-dessus, je pense qu'on a tous beaucoup communiqué. Ok, pour remettre des maths. Ah ben oui, nous on en a parlé avec Pierre, il le sait. Bon voilà, il faut qu'on arrive à avoir une diversification de profils tout en gardant un socle quand même avec une culture scientifique suffisamment développée. Mais vous divergez, vous avez dit. Où est-ce que vous divergez, Alice? Non, je diverge un peu parce que je ne suis pas nécessairement totalement d'accord sur le fait qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire c'est parce qu'il y a des filières bachelor ou autre qu'il y a moins de classes prépa. Je crois qu'il faut voir l'enseignement supérieur dans son ensemble. C'est pas dans les écoles que ça se passe. Vous avez une désaffection forte des premiers cycles universitaires, qui étaient notamment dans tout ce qui était éco-gestion, et que ceux-là sont partis vers les bachelors. Moi, là où je suis, et je le vis personnellement, on est en plein dans le concours bachelor actuellement, sur 100% des gamins que je vois, alors j'en vois pas 5000, mais sur ceux que je vois, il n'y en a pas un à un moment donné qui m'a dit que ça lui aurait été rentré dans l'antichambre du cerveau de faire une classe prépa, parce que c'était des profils qui voulaient partir à l'international, qui voulaient des parcours tout en anglais, etc. Donc je crois qu'il faut pas parce qu'il y a une tendance sinon à stigmatiser en disant ah ben vous avez vu finalement si ça souffre d'un côté parce que les écoles ils sont méchants, ils ont fait des bachelors, mais les écoles ils ont fait des bachelors, nous on a dû ouvrir le nôtre il y a 40 ans, donc c'est pas pour ça. Je crois que c'est dans l'enseignement supérieur à l'échelle française, il y a quand même eu un rebattage des cartes. D'ailleurs c'est pour ça qu'au Messery on voit émerger maintenant les buts, les formations courtes professionnalisantes, etc., parce que c'est pour contrer cette désaffection. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un univers concurrentiel à l'international qui est de plus en plus vif, et on a beaucoup de très bons gamins, alors là qui pour le coup auraient largement fait le choix des classes prépa, qui partent au UK, qui partent aux États-Unis ou au Canada ou même en Chine aujourd'hui, parce que voilà, il y a cet appétit pour aller sur des routes de l'international. Donc ce que je pense moi au contraire, c'est qu'il faut avoir un zoom un peu plus important, il faut regarder ce qui se passe, comment l'enseignement supérieur et nous, nos écoles et les classes prépa peuvent retrouver collectivement et que nous, on appuie les classes prépa pour trouver collectivement un avantage pour ces élèves qui soit partent à l'étranger, soit… Oui, probablement qu'il y en a certains qui partent dans les bachelors, mais c'est à mon avis pas du tout la majorité. C'est marginal, ouais, c'est ça. Exactement. Ça. Et donc, du coup, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il ne faut pas qu'on essaie de trouver des mauvaises réponses à des questions qu'on n'a pas posées. Il faut se poser. Voilà, Alain, prenez ça dans les dents. Voilà. Non, Alain, il le sait. J'en ai déjà discuté des dizaines de fois avec Mais je Alain. sais que ce problème, il est apparu. On a vu des tweets et des messages. Oui, ces écoles qui recrutent en admission parallèle. Oui, ces écoles qui recrutent des bachelors. Ça, c'est dévastateur parce que le problème n'est pas là. Le problème, il est dans qu'est-ce qu'on offre dans l'enseignement supérieur en France aujourd'hui à ces centaines de milliers ou ces milliers de candidats qui sortent du bac. Qu'est-ce qu'on leur offre et pourquoi on a globalement une hémorragie qui se fait pas du tout parce que nous, on n'a pas non plus des capacités d'aller recruter des centaines de milliers d'étudiants, mais pourquoi on voit maintenant des filières apparaître et pas nécessairement des filières bachelor. Pourquoi l'université a besoin de se réformer sur des filières courtes et spécialisées? Parce qu'il y a bien un problème qui est un problème plus global. Donc, il faut valoriser chacune des filières, mais il faut se poser les bonnes questions sur comment on doit faire pour collectivement les valoriser.
Alors, Vincent, je passe la parole à Pierre et vous commentez après. Pierre, le sage. Alors, vous me parlez des concours. Hein. De toute façon, un concours, il doit être forcément sélectif. Numerus clausus, il est clausus. C'est ce que vous me disiez quand on préparait cette table ronde. Donc, vous ne rejetez pas l'excellence et la sélectivité forte des classes prépa. Ça en est même son atout. Et le sujet est ailleurs. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, je crois que la question du concours, qui est une question importante, n'est jamais qu'un des éléments de l'attractivité des prépas. Le point clé, comme je le disais, c'est de montrer que cette filière de formation, de par les débouchés qu'elle a, et de par les débouchés à haut niveau de réussite, parce que la plupart des gens qui sont allés dans les écoles les plus exigeantes sont passés par là, est une filière de formation pour la vie. Le concours est une étape particulière dans laquelle, en effet, il s'agit d'orienter les gens en fonction de ce que les différentes écoles apprécient comme étant leur potentiel, leur mérite, leur statut, etc., leur statut intellectuel, etc. Mais c'est une partie du problème. C'est pas ça le point clé. Le point clé, c'est je suis en terminale, j'ai envie de faire des études en management. Qu'est-ce que je vais choisir et comment est-ce que je vais être accompagné dans mes choix? Il me semble qu'à cet endroit-là, il y a une question sur l'orientation, il y a une question sur les mythes de classe préparatoire très difficiles, dans lesquels on ne vit pas pendant 2 ans, etc. Alors qu'il y a des milliers de gens qui ont vécu des amitiés extraordinaires en prépa et qui y ont appris à travailler comme on s'entraîne pour faire du sport de haut niveau, voilà tout. Je crois que là, autour de ça, il y a peut-être à la fois une meilleure présentation de l'aval, non pas pour entrer dans une école, mais sur les métiers qu'il y a à la sortie des écoles dans lesquelles les prépas ont été un élément important de préparation, d'une part. D'autre part, une dimension de joie d'apprendre dans la pédagogie des prépas qui, comme je le disais, pourrait mériter d'être modernisée sur quelques points. Hein. C'est des points qui portent. On en parlera tout à l'heure. Mais qui, en tout cas, pourrait, dans ce 5 à 10%, donner une perception de modernisation plus importante. Et dernier élément, qui est lié à ma première remarque sur la perception des prépas, je pense que l'enjeu de la perception dans toutes les classes sociales de ce que sont et de ce que ne sont pas les prépas est un élément important, parce que le biais de sélection sociale, simplement par la perception de ce que c'est, est devenu un biais assez considérable. Ce qu'on a dit sur les maths fait partie de ce biais, parce que ceux qui sont bien conseillés à la maison vont évidemment savoir que les maths ont un caractère d'universalité qu'il est absolument nécessaire de continuer à garder jusqu'en terminale. D'autres n'auront pas eu la chance de recevoir ce conseil. Et donc, la manière avec laquelle on parle en tant que filière, prépa, plus école aux secondes, et je suis complètement d'accord avec ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est bien au niveau de la classe de seconde désormais qu'il faut agir. C'est un des paradoxes d'ailleurs de la situation. La réforme du bac n'a pas du tout été pensée comme ça, mais la réforme du bac, par son caractère systémique, qui a été passablement estimé, amène à ce qu'en fait aujourd'hui, des choix assez radicaux se passent chez des petits qui ont 15 ans en seconde. Et ça, les gens qui ne sont pas informés ne savent pas que ça se passe à ce moment-là, savent pas que ça se passe à ce moment-là, ce qui veut dire que le biais de la sous-information par rapport au filtre social devient un biais assez terrible. Merci Pierre, toujours éclairant comme d'habitude. Vincent, vous vouliez commenter, et Alain. Alors Vincent ou Alain? Rapidement, c'était pour rebondir sur l'échange entre Alain et Alice. Moi, je pense quand même qu'il y a à clarifier les choses sur le parcours des programmes grandes écoles. Il y a les CPGE, il faut que les choses soient claires pour les jeunes, parce que moi, je l'ai vu dans mes établissements, hein, mon ancien, mon nouveau. On a des jeunes tout à fait capables de suivre des enseignements en classe préparatoire grandes écoles qui ne le font pas parce qu'ils ont le sentiment d'une certaine incertitude, de pas assez grande quartier entre la différence entre bachelor et programme grandes écoles. Et souvent, ils vont vers les concours, en tout cas vers les bachelors, lorsqu'ils sont dans cette situation. Il faut quand même arriver à démontrer à ces jeunes tout l'intérêt qu'ils ont à passer par les classes prépa. Et pour aussi rebondir sur ce qu'a dit Pierre Tapie, il y a à expliquer de manière aussi là, très claire aux jeunes de terminale ce qu'est une classe prépa, ce sont les grandes écoles et à quel métier ils amènent. Même en tout début de première année de CPGE,
on a des jeunes étudiants arrivant, moi, je l'ai vu dans ma classe prépa, ne sachant pas vraiment à quoi mènent ces grandes écoles. Et ils ont bien une idée, bien sûr, mais une idée vraiment peu précise de l'ensemble des parcours possibles, des métiers possibles, formidables, hein, des parcours très riches et variés qu'amènent ces parcours en grande école. Moi, je l'ai déjà dit lors d'une autre conférence avec vous. Dans mon établissement précédent, je dirigeais un lycée à Neuilly-sur-Seine. On est allé voir des lycées dans l'ouest parisien, à Gennevilliers, Colombes, Bois-Colombes, Nanterre, et on a recruté, on avait 60% de boursiers dans notre classe prépa ECG, enfin ECE à l'époque, dans cet établissement, et des jeunes qui ont réussi formidablement. Mais si on n'était pas allé les voir pour leur expliquer ce qu'était une classe prépa, la grande école, c'est pas venu. Alain voulait dire un mot. Alors, juste pour une anecdote, je pense à Alain, Patrick Fauconnier, mon confrère qui nous a quittés, et je pense à lui, mais il me racontait une anecdote. Il avait réuni des écoles lui avaient demandé une audience, et ils étaient venus le voir en lui disant « Oui, vous ne faites pas la différence entre nous ». Et alors, Patrick avait pris les plaquettes des écoles devant lui et il lisait le texte des écoles. Et en fait, elle disait toute la même chose. Et j'ai l'impression aussi que la communication, y compris parfois du bachelor ou des certaines autres formations, ont un peu un discours stéréotypé parfois qui fait que ça contribue à une certaine confusion internationale, métier qualifié, expertise. C'est peut-être aussi là-dessus qu'il faudra réfléchir. Alain, vous voulez dire un mot? Oui, juste pour poursuivre l'échange avec Alice et Vincent. Alice a dit, quand je rencontre des élèves de bachelor, qui ont le bachelor, ils me disent « je suis venu là parce que je voulais tout de suite un peu d'international, des stages, du concret, etc. » Donc effectivement, un élève qui se pose la question « pourquoi ferais-je un bachelor ?» a des réponses claires. Aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est si je veux faire une classe prépa, pourquoi ferais-je une classe prépa? Nous n'avons plus de réponse claire. Et je dirais même que nous sommes en recul. Car moi, j'observe que dans les salons d'enseignement supérieur, la plupart des écoles viennent vendre leur bachelor, ne parlent pas des prépas. Et Alice, tu étais à une réunion il y a quelques mois, Éloïc Perrage, directeur d'HEC, a témoigné en ce sens et a même dit qu'il avait vérifié à titre personnel. Moi, j'observe que dans les salons, certaines écoles, de nombreuses écoles, ne parlent plus des prépas. Et j'ajouterai un élément qui complique encore les choses, c'est qu'on est quand même dans une génération. Il y a 15 ou 20 ans, les jeunes voyaient à 10 ans, à 20 ans. Aujourd'hui, on voit bien, ils n'hésitent pas à changer. Ils vont dans une boîte, ça ne leur plaît pas, ils changent. Ils ont un projet, ils le remettent en cause. Or, quand on dit aux élèves de terminale ou à leur famille, écoutez, venez en prépa, vous sortirez tous avec un Master 2. Et bien, voilà. Et on se rend compte que c'est un critère aujourd'hui, ça paraît très lointain. Et par contre, ce qu'on observe, c'est que les bachelors, eux, ont maintenant le grade de licence. Pas les prépas. C'est incompréhensible par les familles. Et ça nous affaiblit. Je ne suis pas en train de dire que de donner le grade de licence aux prépas améliorerait le recrutement ou le rapporterait quoi que ce soit. Je dis simplement qu'en termes de lisibilité du parcours et de la valeur ajoutée d'une classe préparatoire, nous avons un gros problème. C'est-à-dire qu'il est facile pour un étudiant, pour un néo-bachelier de se dire, de répondre à la question « Pourquoi je vais choisir un bachelor ?» Aujourd'hui, alors, c'est intéressant. La question, pourquoi vais-je choisir une classe préparatoire? Mais alors, attendez, là, vous nous annoncez un scoop. La PHEC demande le grade de licence pour les prépas. Mais, je pense qu'à un moment donné, il faut affronter les choses. Veut-on valoriser le parcours classe préparatoire ou pas? Moi, j'ai discuté de ça, je connais les réponses des écoles, et certaines écoles sont à fond contre cela, parce que ça voudrait dire que, ayant le grade de licence, un élève de classe préparatoire ayant intégré une école en L3 pourrait aller dans une autre école, donc après son grade de licence. Voilà, ça balance un petit peu, Alice. Moi, j'ai répondu à certains responsables de l'école qui m'ont dit ça. Si vous avez aussi peu confiance que ça dans votre capacité à retenir vos étudiants, c'est quand même un petit peu inquiétant. Donc, effectivement, je le dis, je mets les pieds dans le plat. Le fait qu'aujourd'hui, les bachelors et le grade de licence et pas les prépas est un problème.
Tu sais, enfin, moi, je veux juste compléter là-dessus. Je suis d'accord avec Alain sur cette dernière partie. Nous, pendant des années, on a donné une licence à nos étudiants qui sortaient de prépa. Après la première année, on n'en a jamais eu un qui a quitté l'école pour aller dans une autre école. Donc là-dessus, pour moi, c'est pas un sujet. Effectivement, il faut ouvrir le dossier. Et puis, je vois pas, enfin bon, j'ai pas l'impression, mais après, il faut parler avec toutes les écoles parce que chacune est différente, mais je vois pas trop de danger là-dessus. En revanche, là où je suis d'accord aussi, je crois qu'il y a et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est si on prend le paysage de l'enseignement supérieur, notamment en management, hein, bien entendu, je laisse de côté les autres champs, mais et qu'on essaie de comprendre quelles sont les voies possibles pour qui et comment, ça devient illisible. Et c'est pourquoi je milite, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je milite, typiquement, on reprend l'exemple, Alain, des salons. Moi, et tu le sais, j'ai milité, on a même signé un partenariat avec l'étudiant, la CDFEM, la PHEC, l'étudiant, pour qu'on soit ensemble, classe préparatoire et grande école, dans le même lieu, dans les salons. C'est bien pour dire, il faut qu'on puisse parler ensemble, moi, de ce continuum qui me tient quand même à cœur, qui est de dire, à partir du moment où un étudiant est intéressé par une classe prépa, ou que nous, on peut parler de notre programme grande école, forcément, il y a un lien indéfectible, j'allais dire, avec la classe préparatoire. Mais toutes ces choses-là, et c'est là où je me dis, on a collectivement été mauvais, parce que toutes ces choses-là, on les connaît, on les a identifiées, on a même signé des accords pour ça, mais on n'a jamais rien fait. Donc, je pense qu'il est temps de se dire, et moi je suis, et vous me connaissez par cœur, je suis prête à prendre le taureau par les cornes, mais allons jusqu'au bout, c'est-à-dire faisons-le. On a toujours dit ce qu'il fallait faire, on ne l'a pas fait. On a lancé effectivement une journée, mais là ça va se roder, une journée commune, classe prépa, grande école. Bon voilà, oui je vais m'arrêter Gilbert. Et on ne l'a pas fait. Voilà, donc je crois que c'est encore une fois quand je dis qu'il faut se poser les bonnes questions, c'est que il faut se les poser, pas trouver de problèmes, de coupables, de ci, de ça, et arriver surtout à acter et à mettre en œuvre les bonnes réponses. Alain, on va faire du tam-tam. Pierre Tapie, une remarque simplement, parce que j'aimerais vous poser la licence pour les classes prépa. Et vous réagissez. Après, on passe à mon troisième thème parce que le temps passe. Je pense que la règle européenne veut qu'elle soit donnée après la fin de la première année d'école, mais pas directement à la fin de n'importe quelle classe prépa de base. En revanche, sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'un truc très très simple, et c'est poursuivre ce que vient de dire Alice, c'est que tous les étudiants de classe prépa, aussi bien économique et commercial que scientifique d'ailleurs, ils aillent voir dans les lycées les enfants de seconde. Parce que c'est à ce moment-là que, parlant du jeune au jeune, et vous savez combien le message d'un jeune au jeune, c'est infiniment plus efficace que si c'est une grande dame avec un tas de galons comme Alice, ou un grand professeur, ou un grand Alice, attendez, mais bien sûr, c'est la pédagogie du jeune au jeune, c'est celle qui est la plus convaincante pour le jeune. Et si on envoie des jeunes de CG2 ou de Maths P aller dans des bahuts de seconde, ils ont royalement 4 ans de moins, et expliquer que ce qu'ils vivent, c'est pas le bagne, c'est un truc. Ils vont lui dire on kiffe en prépa, c'est ça qu'il faut qu'ils exactement, disent. Avec le vocabulaire de leur âge, absolument. Troisième thème, parce que le temps passe et c'est tellement passionnant ce qu'on dit, c'est le continuum que je vous propose en 10 minutes. C'est juste impossible. En 10 minutes, Alain Joyeux, continuum. Vous savez, Alice me confirmera, Pierre également, quand on est en école de commerce, on parle de transition, de transformation, on parle de géopolitique, on parle d'international, on parle d'entrepreneuriat. Et au fond, quand on est en CPGE, et je me fais l'avocat du diable, pardonnez-moi Alain, on n'en parle pas. Donc ça veut dire qu'on passe d'un état de bachotage à un état d'ouverture complète et totale. C'est peut-être aussi ça qu'il faudrait travailler. Bon, alors je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. La prépa, c'est tout sauf du bachotage. C'est au contraire une période de 2 années où on apprend à comprendre, où on apprend à travailler, on apprend à être efficace et on découvre beaucoup de choses. D'autre part, si vous regardez les programmes d'économie, de géopolitique, on parle beaucoup d'international, on parle des entreprises, on parle de la RSE, de la transition écologique, etc. Donc, les prépas ne sont pas ce qu'elles étaient il y a 20 ou 25 ans. Donc, sur le continuum, moi, je crois qu'on était déjà dans le sujet. Il ne s'agit pas, on n'est pas hors du monde, que les écoles fassent la promotion des bachelors et des développent, c'est tout à fait normal. Elles ont besoin d'une veille critique. Le vivier prépa est petit, elles ont besoin de diversité. Il ne s'agit pas du tout de revenir là-dessus, de remettre ça en cause, ça serait totalement absurde. Mais justement, je pense que le continuum, moi j'y crois beaucoup comme Alice, c'est le seul moyen que nous avons
de redéfinir, de redonner une valeur ajoutée à la classe préparatoire. Mais il faut que ça soit un vrai continuum. On a déjà fait des choses depuis 5 ans, Alice le sait bien, et les écoles ont beaucoup réformé leur PGE justement pour faciliter ce continuum, et je le salue. Mais je crois qu'il faut aller peut-être plus loin sur la définition d'une valeur ajoutée identifiable du parcours prépa grande école en grande école, et peut-être au-delà, mais au moins en grande école. Je crois que ce chantier du continuum, il est loin d'être à son terme. Je ne vois pas d'autre solution à court terme, parce que Pierre Tapie parlait du +3. C'est vrai que le problème des classes préparatoires, c'est que c'est du +2. Et on est dans un système où c'est -3, +3. Et donc, on est avec les écoles. Et nos étudiants sont vraiment dans une filière de 5 ans. Et je crois que c'est à travers ça, et me semble-t-il, le défi à relever, c'est justement essayer de trouver un moyen de donner une valeur ajoutée sans dévaloriser les autres parcours, mais une valeur ajoutée identifiable auprès de notre vivier, de ce parcours, de ce beau parcours prépa grande école que tout le monde défend, que tous les acteurs défendent lorsqu'on échange avec eux. Vincent, alors Alain, vous avez vu que je vous provoquais, on n'est pas d'accord, mais je le faisais exprès. Oui. Vincent. Non, je suis d'accord, il faut donner de la lisibilité au parcours. Il faut, à travers ces travaux sur le continuum, permettre aux jeunes de terminale d'avoir une lisibilité sur le parcours à venir, qui est sur 5 ans. C'est vrai que le fait, certains élèves pourraient se dire, je m'engage dans ce parcours et ce n'est que dans 5 ans que je disposerai d'un diplôme. Et avant cela, il y a plusieurs étapes qui peuvent être source d'échecs, source de réorientation, alors que finalement, on propose un parcours qui est assez sécurisé, qui mène, lorsqu'on fait le nécessaire en classe prépa, forcément aux grandes écoles et une fois qu'on y est, à la réussite. Mais ça ne paraît pas aussi clair, donc je pense qu'il faut de la visibilité. Ensuite, je réagis aussi au bachotage et je partage tout à fait le point de vue d'Alain Joyeux. J'étais même dans le groupe de travail sur les programmes de SES, enfin plutôt de ESH, pardon, pour le CG. Et je peux vous dire que ce sont des programmes qui sont ouverts sur le monde, ouverts sur l'entreprise, et ça donne beaucoup envie d'étudier avec les professeurs. Donc, ce sont des formations qui restent centrées sur une approche généraliste, c'est vrai, très formatrice. Alice l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit, tout le bien qu'elle a dit sur les classes prépa. C'est loin d'être du bachotage, c'est une vraie formation, et Pierre Tapie l'a dit aussi, pour l'avenir des jeunes et leur vie à long terme. Alors Pierre Tapie, quand on préparait, je vous disais, mais quand même, quand on se fâche pour savoir si telle épreuve de maths doit être comme ci ou comme ça, et Pierre, vous me disiez, mais Gilbert, c'est un concours, donc il faut bien sélectionner les meilleurs sur quelque chose. On ne va pas les sélectionner sur une course à pied. Je pense qu'un des gros enjeux, c'est de transmettre le message aux enfants, aussi bien de seconde que de terminale, que apprendre à haute dose des choses très intéressantes, c'est un bonheur. C'est vrai, là-dessus Pierre Mathieu avait raison, c'est vrai que la génération que l'on accueille aujourd'hui, est une génération pour qui l'envie d'être en fonction jouissance tout de suite et pas en fonction je tends le dos et je fais des efforts pour le long terme, etc. C'est vrai que dans une civilisation des écrans, du numérique, de ceci, de cela, on n'est plus dans une civilisation du zapping et du plaisir tout de suite. Mais faire redécouvrir, sachant que le lycée des 10 dernières années n'a pas forcément toujours été un lycée dans lequel le sens de l'effort était valorisé au maximum. Faire redécouvrir et faire partager le bonheur d'étudiants en prépa, puis en grande école derrière, à apprendre un tas de choses, des choses très différentes de ce qu'a dit Alain sur la diversité du programme de CG, parfaitement vrai. Enfin, c'est un premier cycle dont l'ouverture est absolument extraordinaire. Donc, arriver à vendre cet argument-là, les éléments de concours étant jamais qu'un élément de milestone, alors que à peu près tous les étudiants qui sont aussi bien en maths spé que en ECG2 sont des étudiants qui ont une place derrière dans les classes prépa. C'est pas la même situation, par exemple, en Cagnes, très clairement, sur une place en école, pardon. C'est ce bonheur d'apprendre, à mon avis, qu'il faut réintégrer et dont il faut faire redécouvrir que c'est une force professionnelle à long terme de premier rang par rapport à des carrières passionnantes.
Alice, le mot de la fin, ça sera pour vous. Enfin, on répondra peut-être à une ou deux questions. Jean-Yves Bernard Belloc, notre ami, tu as toujours une bonne question à poser. Mais Alice, on voit bien qu'on attend des écoles peut-être quelque chose, hein, au travers des propos d'Alain notamment et Vincent. C'est la solution, évidemment, c'est dans la nouvelle perspective que peuvent proposer les prépas et la nouvelle expérience, hein, qu'elles peuvent proposer aux lycéens. Mais aussi les écoles, comment elles peuvent faire comment elles peuvent créer une véritable aspiration vers ces jeunes. Alors, on a parlé des métiers, des carrières, on a parlé du continuum. Vous avez un rôle, hein, quand même. Ah non, indéniablement. Et c'est pour ça que ce rôle, il faut qu'on le bâtisse ensemble. Moi, je suis pour, et on revient sur le continuum. Moi, je me suis battue pour que enfin, avec Alain et avec Franck pour que le continuum existe. Et j'irai même plus loin. Je pense qu'il faut qu'il y ait un continuum lycée, classe prépa, grande école. Et là, en termes de communication, je pense qu'on sera parfait. On pourra donner des clarifications sur les parcours et on pourra adapter et s'ajuster pour chaque fois se mettre en phase avec l'évolution des jeunes générations, etc. Moi, je rêve de la classe préparatoire 5.0 ou la classe prépa dans le métaverse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'adresse à des gamins qui sont plus les mêmes, Alain l'a dit. Ils ont complètement muté depuis une ou deux générations. Regardez, alors là, autre chose, c'est pas les bachelors des grandes écoles, mais regardez les écoles de l'IA, du métavers, de ci, d'en veux-tu, en voilà, sans diplôme, sans rien, qui attirent des centaines et des centaines d'étudiants. C'est là où je dis posons-nous les bonnes questions, parce que qu'est-ce que cherchent ces jeunes générations? Et nous, collectivement, on doit être capable, classe prépa, grande école et même lycée, classe prépa, grande école, de leur expliquer que venant dans nos établissements, venant dans les classes prépa, ils vont justement trouver une logique, de la clarté, évidemment des métiers. Alors nous, qu'est-ce qu'ils nous disent les petits quand ils viennent chez nous? Ils nous disent il y a des jobs, on a des alumni emblématiques, on peut faire des super carrières, on part à l'international, on peut faire de l'expérience globale, on peut faire de l'apprentissage, on peut tout faire. Bon, très bien. Et ils sont très bien formés pour pouvoir tenir le rythme là-dessus. Donc, on a tous les ingrédients pour réussir. C'est juste que je pense qu'il faut communiquer, on l'a dit depuis le premier mot qui a été présenté ici, et surtout, à nous de nous adapter aux jeunes générations. Ce n'est pas à eux de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter. Voilà, donc moi, je suis prête à ouvrir le dossier et à ce qu'on travaille ensemble pour aller collectivement dans cette voie-là. Et on verra que ça se passera très bien. Est-ce que, vous savez, quand on parle de prépa intégrée dans les écoles, hein, il y en a, est-ce qu'il faudrait quasiment avoir ce sentiment que les prépas soient intégrés dans les cursus et non pas… Non, je vois pas. Enfin, moi, je vois pas pourquoi. Ça marche très bien comme ça. Ne me cassons pas ce qui marche. Ça marche. Ça marche. Il faut juste qu'on évolue ensemble et qu'on trouve les bons moyens de communication et à qui on s'adresse. C'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure, posons-nous les bonnes questions. La bonne question, elle est plus dans qu'est-ce que souhaitent les étudiants aujourd'hui et comment ils veulent envisager leur apprentissage plutôt que de se dire ah bah s'ils ont trop de choix alors ils iront chez les uns et chez les autres et pas chez les bons. C'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'ils attendent et comment on va clarifier les messages pour qu'ils puissent venir vers notre filière que je supporte, mais au sens anglo-saxon du terme, hein, complètement. You are supporting the class prépa. Alain, pour conclure, alors vous savez, je recevais Caroline Pascal, qui est la chef de l'inspection générale, le nouveau corps d'inspection que vous connaissez, qui va lancer d'ailleurs, qui étudie, hein, je crois, les classes prépa avec vous. D'ailleurs, vous travaillez main dans les mains. Moi, j'ai une question toute simple. Est-ce que vous vous sentez remis en cause? Est-ce qu'il y a des raisons de craindre quelque chose? Alors, on vous a donné plein de pistes, hein, pour… alors, je pose la question parce que, sans déflorer quoi que ce soit, dans quelques temps sortira un dossier dans Le Parisien où il y aura une interview d'Alain qui va être proposée. Et la question que je lui posais, c'est est-ce que vous vous sentez remis en cause et est-ce que vous avez peur pour les classes prépa? Non, écoutez, on n'est ni remis en cause et on n'a pas à vivre dans la crainte permanente que le ciel nous tombe sur la tête. Il faut être optimiste. Moi, je crois que, je vais utiliser une expression qui n'est pas de moi, mais je crois que les classes prépa constituent une formation premium, hein, et que le parcours prépa grande école est une formation premium et il faut faire pour qu'elle le reste. Mais notre exigence, c'est de faire en sorte qu'elle ne le soit pas pour 1000 ou 2000 étudiants, mais pour un nombre suffisant d'étudiants avec toute la diversité sociale, territoriale, culturelle, etc., dont nous avons besoin. Donc, je crois qu'il faut communiquer, il faut réfléchir également, il ne faut pas se précipiter. Encore une fois, nous, à la PHEC, on est tout à fait prêt, après la rentrée 2022,
de voir un petit peu en fonction des chiffres ce qu'il faudra faire ou ne pas faire ou ne rien faire ou tout faire, je ne sais pas. Il ne faut pas se précipiter. Je crois que l'année 2021 est vraiment pacificative. On ne peut pas en tirer de conclusion. On a dit tout à l'heure que les stratégies de réorientation démarraient dès la fin de la seconde. Donc, on voit bien qu'il faut quand même évaluer sur 2 ans les choses. Mais il est évident que si la tendance persistait à être négative, il faudra effectivement se mettre autour de la table sérieusement et réfléchir possiblement à des évolutions. Vincent, un dernier mot, Pierre Tapie, et puis le mot de la fin pour Alice. Non, je voulais ajouter qu'il ne faut pas perdre de vue que ces jeunes qui passent par ce parcours vont un jour être à des postes clés du monde de l'entreprise dans notre pays. Et je pense que nous proposons un parcours très riche pour eux, qui les forme très bien, avec des valeurs. Et c'est très important de s'en souvenir lorsqu'on pense à prépa et à leur évolution continue. On présente un modèle qui est vertueux et qui amène des jeunes à être bien formés et ensuite à occuper des postes très importants dans les grandes entreprises. Et Pierre, quand de cette heure qu'on a passée ensemble, moi je me dis, au fond, on a des Formule 1, c'est les grandes écoles, on a des pépites, ce sont les classes prépa, et au fond, pourquoi on a ce débat aujourd'hui? Vous qui regardez partout dans le monde un peu tous les systèmes. On a ce débat aujourd'hui sans doute parce que le rapport qualité-prix de la prépa en tant que système de production de gens très bien formés est exceptionnellement au bénéfice de la France. Parce qu'on forme très bien, à très haute densité, dans un modèle pédagogique extrêmement formateur, des gens pour des coûts très modérés, contrairement à ce que de mauvaises analyses prétendent. Et je pense qu'on a ce débat parce que c'est une organisation où la mutualisation de ces 2 premières années de premier cycle entre toutes les écoles au niveau national, mais qui permet d'avoir un dispositif ultra territorialisé et donc en fait un accès social très favorable parce qu'on déménage beaucoup plus facilement à 20 ans que ce qu'on déménage à 18 dans tous les pays du monde. Cette réalité, c'est la nôtre. C'est un système assez génial dans sa performance. Simplement, comme c'est un système un peu original, des gens qui ne connaissent pas à l'étranger l'extrême diversité des dispositifs d'enseignement supérieur à l'étranger croient que le seul modèle de l'université américaine serait dominant. Non, c'est pas vrai. Il se trouve que le modèle universitaire de la première puissance économique au monde est un système puissant. Mais entre le rapport qualité-prix d'une part, d'autre part le rapport de performance de gens formés par rapport au laps de temps court dans lequel on les met en formation, que sont les classes prépa, aussi bien d'ailleurs économiques que scientifiques, cet élément-là est un élément d'originalité française qui fait une différence sur la scène internationale. Je reviens de Berkeley, pardonnez-moi, à San Francisco, enfin à côté. J'ai vu le prix, y compris d'une université publique. Je peux vous dire qu'on est très, 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 très au-delà de ce que peut coûter, même malgré tous les reproches qu'on peut faire aux classes prépa. Alice, bon, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Je crois que la balle est aussi dans votre camp à la CDBFM. Je prends votre casquette, si vous me permettez, de patronne des écoles de commerce. Pardonnez-moi, vous n'aimez pas quand on parle comme ça, mais en tout cas, vous proposez ce regard un peu global. Oui, non, moi, on ne va pas redire ce qu'on a dit. Moi, je pense que c'est quelques mots, c'est écouter dès la seconde, dès la première, écouter les jeunes générations, être capable de collectivement nous mobiliser pour changer et pour nous adapter dans le cadre de ces continuums. Et enfin, communiquer avec beaucoup plus de précision, et là je suis d'accord avec ce qui a été dit, avec beaucoup plus d'arguments pour expliquer la différence dans les filières, et qu'on continue de prouver, mais ça je pense qu'on le fait au quotidien, que ce soit les écoles de la CDFM et la PHEC et toutes les autres associations, on prouve chaque jour que ce modèle est hyper robuste et très vertueux. Donc il faut continuer de le communiquer. J'ai remarqué, je me disais, il fallait aller dans les petites écoles, enfin dès la seconde, on travaillait avec le réseau des INSPE, vous savez, c'est les professeurs, et il faudra peut-être réfléchir, y compris à informer les prescripteurs, ceux qui donnent aussi l'info au quotidien. C'est peut-être aussi ça représente un enjeu. Je ne sais pas qui sonne, mais en tout cas, c'est presque
C'est vous, Alice. Non, non, c'est pas moi. C'est pas vous. Mais de toute façon, je vous pardonne. C'est pas moi. Merci beaucoup. Pierre Tapie, merci. Merci, à bientôt. Merci Pierre. Alain, merci beaucoup. Merci à tous. Vincent, Au revoir. Merci beaucoup et à très bientôt. Bien sûr, ce sera en replay sur Campus Matin. Un papier fera la synthèse et bien sûr, à disposition de toutes celles et ceux qui voudront regarder ces propos qui nous ont enrichis, évidemment. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.